sur la place financière aujourd'hui. En Europe, on a quand même une question qui revient très très souvent, c'est y aura-t-il un stewardship code européen, ou plutôt à quand on pourrait avoir ce code? Bien que la place européenne soit plutôt avancée sur la finance durable, on a eu par exemple les CFDR dès 2020, le principe de double matérialité, on a aussi la première taxonomie environnementale quand même. On se rend compte qu'il y a peut-être un trou dans la raquette en matière d'engagement sur la partie réglementation. Donc avant d'initier cette table ronde, moi je voulais juste rappeler ce que c'était que l'engagement. Donc en fait, l'engagement, c'est des investisseurs qui prennent position pour des enjeux E, S et G et qui font usage de leur capacité d'influence pour exiger des entreprises qu'elles améliorent sur le long terme leurs pratiques. Donc pour ça, ils ont un peu deux biais. Ils ont à la fois le dialogue, mais ils ont aussi le droit d'exercer des votes durant les AG. Donc là, on a posé le cadre et maintenant, on peut faire un peu un retour en arrière, puisqu'en fait, on a les prémices de la finance durable qui arrivent à peu près il y a un siècle, au début du XXe siècle, avec les Quakers qui avaient déjà en fait désinvesti ce qu'ils appelaient à ce moment-là les sin stocks. L'engagement, quant à lui, il arrive un petit peu plus tard. Déjà parce qu'il y a un prérequis pour l'engagement. Tout simplement, il faut qu'on ait une ouverture du capital des entreprises. Or ça arrive que dans les années 30. Donc à partir de là, les investisseurs ils commencent à avoir suffisamment de parts, tout simplement pour pouvoir prendre position dans les entreprises et dans les AG. Ensuite, on a les premières actions d'engagement qui arrivent dans les années 40. Donc plutôt du côté de nos amis américains, avec notamment des fonds qui vont commencer à proposer des choses durant les AG. C'est le cas par exemple du fonds CalPERS, c'est le fonds de la caisse de retraite des fonctionnaires de Californie, qui a conduit de multiples engagements sur des thématiques environnementales et éthiques. Et l'une des plus connues, elle arrive bien plus tard, elle est dans les années 80, c'est plutôt, elle visait la baisse du prix en fait, des traitements anti-sida en Afrique. Ensuite, dans les années 70-80, donc ce mouvement d'engagement actionnarial, qui était alors appelé l'engagement activiste, il prend beaucoup plus d'ampleur. Et on entend encore peu parler en Europe. Finalement, c'est plutôt outre-Atlantique que ça se passe, puisque l'aspect social dans les propositions de résolution, il commence à vraiment s'intégrer. C'est assez monnaie courante de les retrouver dans les AG. On peut citer par exemple le cas de Kodak ou encore de General Motors, qui ont eu des actionnaires en fait, qui leur ont demandé, lors des AG, de modifier leur stratégie d'emploi, puisqu'elles étaient alors considérées comme racistes. Et puis à ce moment-là, c'est un peu plus médiatisé. On a des fonds qui vont se regrouper, former des associations qui deviendront plus tard même la coalition Climate Action 100+. Donc là, on a pu un peu balayer de ce qui s'était passé du côté des anglo-saxons, mais à partir des années 2000, on a justement l'engagement actionnarial qui commence à se faire une place chez nous, en Europe, avec notamment en 2001, par exemple, la création du FIR. Donc là, on a des associations et des coalitions qui vont se multiplier. Mais en fait, la question maintenant, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc quasiment 25 ans plus tard, sur ces pratiques. En Europe, au niveau réglementaire, malgré que l'engagement, ce soit quand même un sujet qui a été pris en main par les acteurs depuis très longtemps, finalement, c'est assez peu mature. Puisque on a SFDR, qui est un peu notre socle commun sur la finance durable en Europe, mais qui n'intègre pas vraiment cette question dans ses articles. C'est d'ailleurs l'un des axes d'évolution de SFDR, puisque dans les nouveaux plans templates qui sont en préparation, on a une question qui est dédiée à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc on va venir demander aux investisseurs s'ils souhaitent, s'ils désirent intégrer la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans leurs objectifs. Et pour y répondre, vous pourrez cocher une case en fait, qui montre que c'est l'engagement que vous mettez en place pour atteindre ces objectifs. L'intégration de l'engagement dans SFDR, ça va peut-être aller encore plus loin avec la revue du niveau 1 de SFDR, puisqu'on va avoir des labels maintenant pour les fonds, a priori, et on aurait maintenant des fonds en transition, pour lesquels l'engagement, c'est vraiment une valeur centrale. Nos voisins d'outre-Manche, eux, ils ont un peu pris la démarche inverse, c'est-à-dire qu'ils sont tout juste en train d'implémenter un règlement de disclosure avec la SDR, et en fait, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont mis en place leur premier stewardship code. Ensuite, ça a un peu poussé comme des champignons autour du monde, sauf en Europe. On a le Japon, la Suisse qui ont aussi adopté ce genre de code-là. Finalement, en fait, en Europe, c'est des initiatives de place comme les PRI ou encore des labels qui ont poussé l'engagement à s'incrémenter vraiment dans les activités des investisseurs, au-delà de ce qu'eux aussi avaient envie de faire, bien sûr. On a notamment le label ISRV3 qui arrive là et qui a un peu une préoccupation sur la place et qui va demander dorénavant aux fonds labellisés de voter au moins à 90% des AG françaises, de démontrer que s'ils n'exercent pas leur droit de vote, il y a des raisons,
ou encore de pouvoir mettre en place un processus d'escalade dans le cas où un dialogue n'aboutirait pas et qui mènerait au désinvestissement. Donc c'est quand même assez contraignant. Et enfin, en France, on a chaque année la publication du fameux article 29 LEC dans lequel on a toute une partie qui est dédiée à l'engagement. Et chaque année, l'ADEME, qui est notre agence de transition nationale, va passer au peigne fin ces articles-là. Donc c'est plus de 700 entreprises financières qui le publient. Et voilà, cette année, l'ADEME, ils ont quand même relevé une problématique centrale sur la partie d'engagement. Donc je cite, « Il est très difficile d'apprécier la qualité d'un dispositif d'engagement à partir d'indicateurs quantitatifs qui ne disent rien de l'ambition du sujet. » Ce qui prouve que même les acteurs qui ont de fortes convictions, qui ont de fortes connaissances en la matière, ont des difficultés à analyser les pratiques d'engagement. Et cela explique pourquoi on a 57% des investisseurs aujourd'hui qui se disent prêts à pousser de nouvelles réglementations en termes de transparence sur l'engagement. Alors que d'un autre côté, ils sont quand même assez nombreux à relever le fait que ce soit toujours très complexe de mettre en place toutes les réglementations sur la finance durable. Donc on voit bien que les acteurs de la place, ils ont tous pris la mesure de l'importance de l'engagement. Les actions de vote sont de plus en plus regardées par les ONG, la société civile ou les investisseurs finaux. Et c'est normal, parce que c'est un levier très très puissant. Par exemple, on a quand même au Texas, qui est quand même un État pas forcément pro-ESG, le tribunal qui a rejeté la plainte d'ExxonMobil, qui avait attaqué l'un de ses actionnaires, l'un des fonds actionnaires, pour faire annuler une résolution qu'il avait demandée. L'actionnaire, il avait demandé quoi? Il avait demandé à la majeure pétrolière, au travers d'une résolution, de reporter sur le scope 3 de ses émissions. Donc finalement, ça devrait passer. On voit là qu'on a vraiment un levier hyper puissant sur l'engagement. On a malheureusement aussi un revers de la médaille qui se fait ressentir. Parce que l'engagement, il ne peut plus être traité par les acteurs financiers un peu comme la cerise sur le gâteau des stratégies de durabilité. Et certains comprennent que faire reposer leur stratégie de durabilité sur l'engagement, que ce soit partiellement ou totalement, c'est vraiment contraignant, c'est chronophage, ça demande du temps et de l'implication. Et du coup, il y en a certains qui peuvent être amenés à baisser les bras. C'est le cas par exemple d'une centaine d'acteurs américains qui, face aux revendications du House Judiciary Committee aux États-Unis, ont décidé de quitter la coalition que j'ai mentionnée tout à l'heure, donc la Climate Action 100+. Et donc du coup, aujourd'hui, ça se pose cette question. Comment est-ce qu'on fait pour éviter cette fois-ci ce désengagement de la part des investisseurs financiers ?